Vous écoutez le podcast des Fins Buveurs avec Jean-François Leduc, Henrik Pivin et Lauriane Robidoux. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 90e épisode. C'est what? 90! Wow, wow! Et voilà, on est rendu là. Vous avez reconnu Lauriane à mes côtés. En forme? Pas mal. Gros party, gros podcast. Le party est pogné dans la place. On se créerait à Mix 96. Oh MC boy. Mario's in the place. On va partir la radio. Ça serait rare de mettre de la musique dans le background. Tu vois, j'ai jamais pensé faire ça en plus. Plus personne nous écouterait, ils vont juste entendre la musique dans le background. Ça perd le focus. On parle pour rien, genre dans le néant. Là. C'est même plus le focus du podcast. Bienvenue au podcast des Fins Mixeurs. Oh my god, DJ Fin Buveur. En passant, est-ce qu'on peut souhaiter bonne fête? Ben, on peut souhaiter bonne fête à Rick. Malheureusement, on le voit pas aujourd'hui. Non, ouais, je sais, c'est vraiment poche, là. C'est, Chose shit à peine qu'on peut dire. Ben, écoute, des fois, faut... Ça, souvent, on nous dit de changer des trucs, on n'a pas le choix. Ça coûte cher. Ouais, un chauffe-eau, c'est pas donné. Mais en tout cas, fallait le faire. C'est malheureux, on va se reprendre... On se serre la ceinture pendant une semaine. Ouais, le temps d'une semaine. Puis on va se reprendre la semaine prochaine, justement. Je sais un peu ce qu'on va faire la semaine prochaine. Fait que ça va être assez good. Fait que bonne fête à Rick. Bonne fête, Rick. En espérant que ta start est bien bonne. Ouais, ben là, c'est ça. À ce qui paraît, là, eux autres sont supposés enregistrer en direct du Brewski qu'est-ce qu'ils pensent de leur nouvelle stout. Les gains de chanceux. Fait que ils vont m'envoyer le fichier audio, puis je vais l'ajouter pendant le podcast. Fait que au moment opportun, ben je vais leur céder la parole. Puis ça va être leur segment, puis après ça, on va reprendre le flambeau. J'ai hâte d'écouter ça. Ouais, 2 gangs différés, 2 équipes pour un podcast. Fait que tout le monde va être là, mais pas à la même place. C'est ça. En gros, ouais, c'est vraiment ça. Fait que bonne fête, Rick. Il écoute pas le podcast, fait qu'il saura pas. Fait qu'on va y redire la semaine prochaine. Karine va l'écouter, puis elle va mettre pause, elle va le faire écouter, puis stop. Juste le temps du bonne fête. Je sais même pas si Karine, en plus, l'écoute. Je sais que Gab, oui, mais Alex, plus ou moins. Puis lui, Alex écoute la musique dans le background, justement. C'est ça l'affaire. Bon, OK. Chose sérieuse, Lauriane. J'aimerais que tu me parles d'une situation cocasse cette semaine. Je veux te dire pourquoi j'ai trouvé ça très drôle. Vas-y. Ben, premièrement, c'est en allant justement acheter la bière pour la dégustation. Ouais, la dégustation de cette semaine. J'ai été au dépanneur à Valleyfield, dépanneur Brisson, qui a quand même une petite sélection, une bonne petite sélection. Ouais, ça commence à grossir. Hein? Il y a une bonne petite sélection de bières de microbrasserie, dont la Batte Bleue. Excuse-moi, Non, ça c'est une inside. Je repense à l'image. Gab nous a envoyé cette semaine une photo d'un dépanneur à Gatineau. C'est que c'était marqué fièrement microbrasserie, mais c'est pas. C'est juste des macro-brasseries comme la Batte Bleue, ouais. Unibrou. Ou ben du importé, là, il y avait comme Guinness, c'était là Artois, genre c'est comme voyons donc. Pourquoi pas? Une chance que c'est microbrasserie. Ouais, disons qu'on l'a trouvé très drôle cette semaine, là, ça m'a fait rire quand j'ai vu ça, je fait comme ben voyons donc. Vraiment là, on dirait qu'eux autres jouent vraiment sur le mot microbrasserie. Là. Ah oui, ils veulent faire des bloquer leur. C'est ça plug là, faire une petite vente de plus à cause que ça se dit microbrasserie. Là. Ils essaient d'en passer. Bon, bien joué. Bref, revenons à nos moutons. Ils ont quand même une vraie bonne sélection de microbrasseries québécoises. Puis justement, je commençais à regarder la sélection qu'il y avait, puis il y a une pendant que je te parlais au téléphone, il y a une madame qui vient me dire connais-tu pas mal ça les bières là? Parce que je recherche une bière pour mon chum. Je suis comme juste une minute, qu'est-ce que tu veux chercher comme bière? Ah, ça, justement, elle avait dit c'était quelle dans le coin de Saguenay, là. Voie Maltais. Ah, la Voie Maltais. La Voie Maltais qu'elle cherchait. Fait que là, moi, j'étais comme sur les internets. Fait que là, comme. Chercher pour la madame. C'est ça. Puis juste comme l'image que ça me faisait penser de ça, je me sentais dans Arrow, genre. Tu sais, j'étais comme Felicity, là. La hacker, genre. Puis après ça, elle dispatch, puis elle parle au micro, genre. Je me sentais vraiment de ça. J'étais comme, OK, ouais, je suis vraiment hot, là. Je suis comme le hacker, genre. OK, oui, c'est ça, vas-y. Parfait, ben, elle l'a trouvé, là. C'était vraiment la Voie Maltais. Puis elle a pris la bière
qu'à chercher. Ouais, c'est ça. Ça m'a fait vraiment rire, cette affaire-là. Cette semaine, là. Ça n'a pas duré longtemps, là. C'était anodin, là. Ouais, mais... le temps d'une minute, le temps de trouver la bière en tant que telle. C'était juste super comique. On l'a teasé un peu, on a acheté une dégustation cette semaine. J'ai bien hâte d'y goûter. Lauriane de Donham, attention, je te laisse le plaisir. La Gudenmeier. Okay. Version super moine. Le super moine. Là, on va parler de l'éléphant là dans la pièce. Là, c'est un peu phallique comme image sur l'étiquette. Parles-tu du dîner? Du nez des... Du visage? Ouais, du nez des 10 moines. C'est assez phallique. Jeu de mots, je pense, avec super moine. On se pogne de moine. J'ai cette petite légère impression... Ils se sont un peu payés à la traite, là. Il y a tellement... l'épisode 69 aurait dû être sur ça. Ouais, vraiment. Parce que je suis sûre que vous auriez déconné là-dessus. Là. C'est clair. Fait que c'est ça. Puis je pense aussi qu'en même temps, c'est une bière de type belge. Fait que le super moine... Dans tes recherches, t'avais trouvé ça, que c'était de type belge ou... Ouais, ben honnêtement, j'ai pas fait beaucoup de recherches. Fait que je me laisse beaucoup de surprises avec cette bière-là. Là. J'ai vraiment hâte d'y goûter. J'avoue qu'il y a pas vraiment de description dessus. 750 millilitres. C'est pas mal tout ce qu'on sait. Là. Puis 8% d'alcool. C'est ça. Fait que je sais pas si on a une quadruple ou une triple belge. Fait que... J'ai trouvé une description, une légère description de la bière. C'est une bière d'inspiration belge sans la tradition qui vient avec. Celle-ci est une Belgian Golden Ale avec citron Meyer, dont c'est là que vient le nom. Puis ça a 35 IBU. Puis c'est ça. En gros, c'est pas mal ça qu'ils disent. 8% d'alcool. OK. 8%. Avec un petit peu citronné, peut-être. Un petit peu citronné, ouais. C'est quelque chose? OK. J'ai hâte de voir si on peut aller rechercher ça. Ouais, ça va être intéressant. Tu me donnes la permission, je vais, Lauriane? Oui, vas-y. Je sais pas si c'est sur lit. Je vais pas me faire pogner comme la dernière fois, en plus. Vide-la tranquillement, puis prends pas la fin. Ouais. J'ai peur, en plus, on était ensemble avec la Schwab, là. Leur saison, là, ça va fait avoir. Ça avait tellement changé le goût, là, juste le fait d'avoir le fond, ben le lit, et sans le lit, là, ça changeait la bière, tout. J'ai comme une espèce d'odeur moufette, là, si on veut. Oh non, j'espère qu'elle n'a pas viré. Bah, ouais, je sais pas, là. C'est peut-être juste à la senteur, juste le fait de l'ouvrir, là, mais... Non, mon Dieu, oui, au nez, je ressens un peu ton côté moufette que tu parles. OK, santé. Santé. Ça va être spécial. Ouais. OK, ça goûte pas ce que ça sent. Non. Parce qu'on a... au premier abord... au nez, ça me repousse un peu. J'ai quasiment peur de tremper mes lèvres tellement que l'odeur est étrange. Ouais, ça fait un peu lager-esque, là. On dirait comme quasiment... La grosse lager commerciale importée qui me fait sentir ça, là, c'est la Bex, là. Ah oui! Lager allemande, là, genre. Mais non. C'est bizarre parce qu'on n'est pas beaucoup dans les sucres. Tu sais, les grosses bières belges, non. C'est pas très sucré. C'est assez désaltérant, je te dirais. Honnêtement, je boirais ça sur une terrasse. C'est très désaltérant. C'est ça, c'est rafraîchissant, hein. C'est pas lourd, il y a pas un corps à cette bière-là. Le goût citronné, plus ou moins, c'est peut-être ça qui fait le petit goût rafraîchissant, mais c'est pas ça qui... Pas assez pour dire qu'elle est acide, là. Ouais, non. Elle est douce, là, tu sais. Il y a une petite amertume, on y goûte, mais c'est pas flagrant, hein. La couleur est blonde, dorée. Ouais, dorée opaque. Opaque, oui. Je me rattendais à la triple belge fruitée, mais on n'a pas vraiment ça. Non, c'est léger, là. Il y a petits fruits. Le petit fruit, c'est peut-être le citron. C'est plus fruité, acidulé que fruité à ce qu'on recherche dans les types belges qu'on a l'habitude de goûter. Ouais. Je vois un peu le lien avec la Golden Ale qu'on avait goûté des... c'est quoi donc? Les belugas? Les belugas, ouais, c'est ça. Je fais un peu le lien avec cette Golden Ale-là. C'est un peu dans les mêmes teintes. Y a-t-il un petit sucre? Je pense que c'est moi qui essaie de trop faire le lien avec mon idée principale là, de cette bière-là, mais... En tant que telle, honnêtement, au nez, ça fait un peu peur. C'est étrange. Mon nez, il est pas habitué à ces odeurs-là. Ça limite un peu repoussant. Mais au goût, c'est bon, c'est désaltérant. Il y a pas de goût qui prime sur un autre goût.
J'ai vraiment l'impression de boire une bonne petite blonde houblonnée avec un petit quelque chose, un petit plus. Ouais, là. un petit... Côté acidulé, mais vraiment doux. Là. C'est Ouais, vraiment pas agressant. Là. Franchement, là, c'est pas... on n'est pas dans le super acide, on n'est pas dans la sour ale ou dans rien de ça. Là, Ou dans le Beretté. Ouais, dans le Beretté ou vinaigré, c'est pas là. Ouais, c'est pas très citronné. Là. J'essaie de voir même le côté houblonné, c'est pas très boisé, c'est pas très résineux, c'est pas très herbacé. Mais on le goûte, il est présent quand même, le houblon, mais c'est pas quelque chose qui... Moi qui est pas habitué au houblon, ça décape pas non plus la bouche. Peut-être un peu floral même. Tu me disais c'était le houblon Maillard. Dans le fond, ça c'est le nom du houblon. Ah, le citron. Ah. Ok, j'aurais été curieux de savoir quel genre de houblon qu'ils ont utilisé. Ouais, dans ça. Pas trop une bière de malt non plus. Là. C'est vraiment... Les houblons ressortent plus que le malt. Ouais, vraiment. C'est pour ça qu'habituellement, tu sais, dans un style belge, ben, c'est un peu le contraire. Là. Le malt ressort beaucoup. Là. Malt caramel, caramélisé, tout ça. Là. Il y a le sucré, il y a une rondeur. C'est quand même pesant. Mais dans la description, il parlait aussi que ça allait chercher un peu le style belge, mais sans trop. Ouais, revisiter à leur façon un peu. Ouais, c'est vraiment ça. Là. Je pense... mais ça reste comme toute une très bonne bière désaltérante, là, comme tu dis. Oui, ça serait à essayer. Ouais. Malgré le côné, c'est un peu étrange là, au premier abord. Honnêtement... la première gorgée, j'ai quasiment peur de goûter, de mettre mes lèvres là-dedans, mais c'est pas mauvais. Mais ça s'est dissipé, je veux dire, ça l'a pas resté non plus. Ça a comme aéré un peu. Même au nez, là, j'ai quasiment comme quasiment une saison, là. Au nez, là, on dirait qu'il y a un petit quelque chose. Ça va chercher un peu les goûts d'une saison. Ouais, un petit peu plus dans la saison, là. Ouais, c'est surprenant. Même si c'est pas ce que je m'attendais, c'est quand même un très bon produit. Franchement, c'est vraiment bon, désaltérant. Puis comme tu dis, commence à faire beau dehors, là, tranquillement pas vite, là. Hein? Les terrasses s'en viennent. Ouais, c'est ça. Je vais prendre ma bière sur le balcon. Je pense qu'on a eu cette semaine notre dernière bordée de neige. Là. En tout cas, j'ose espérer. Ouais, là, c'est assez, là, franchement. Printemps est arrivé officiellement, on n'en veut plus, là. C'est clair. Je pense que c'est ça. Ouais, ben, on va la laisser peut-être réchauffer. On va peut-être avoir d'autres goûts, peut-être tantôt. Ouais, c'est ça, tranquillement. Attention. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, ça? Rien? T'as-tu des nouvelles? Ben, si tu veux, ou sinon, j'ai une revue littéraire. Pardon? T'as réussi à lire un livre au complet? Oui, j'ai réussi à lire un livre au complet, Lauriane. Par année. Raconte-moi ça. Je me suis procuré il y a 2 ou 3 semaines à peu près, 3 semaines j'ai goût de dire. Ce qui est assez étonnant, t'as lu ça en 2 ou 3 semaines. Ouais, ben ça se lit bien. Il y a, je veux dire, le livre c'est Off-Centered Leadership, The Dogfish Head Guide to Motivation, Collaboration and Smart Growth. C'est un des plus longs noms de livres que j'ai entendu de ma vie. Ouais, ben dans le fond, je pense que c'est juste Off-Centered Leadership, puis le reste, c'est juste comme une petite définition rapide. Bon. Là. C'est juste moi qui ambitionne. C'est écrit par Sam Calagione, le propriétaire, dans le fond, de Dogfish Head. Puis justement, tu me disais que je l'ai lu assez rapide. 247 pages. Ouais, 247 pages. Là-dedans, là, c'est la moitié des images. Hein. C'est pour ça que tu l'as lu. Non, même pas. Ben, il y en a. Il y en a une couple. Là. Il y a le classique... en plein milieu du livre, il y a les images qu'ils ont mis, mais là, en couleur. Ah, cool. Sinon, ils ont mis une coupe d'images rapides. Juste là, si pour qu'on mieux comprenne. Là, ouais. Tu vas voir un peu, là. Feuillette-moi ça. Lauriane, ce livre-là, ça raconte l'histoire de Sam, du propriétaire de Dogfish Head, qui a passé de entrepreneur à leader. Dans sa tête, qu'est-ce qu'il a fait qui est devenu un leader dans son entreprise, dans l'industrie de la bière? C'est quoi la différence entre un leader et un entrepreneur? Ah Sam, l'auteur, dit que pour lui, fallait qu'il arrête de manager comme qu'il faisait. Lui, il était vraiment proche de ses employés. Okay. Il micro-manageait. Il était tout le temps en arrière de tout le monde. Puis il disait un peu quoi faire, comment faire, ses idées. On dirait que il y a une expression vraiment drôle là, dans le livre. Ça s'appelle la shit sandwich, OK? Puis une shit sandwich, c'est quand que quelqu'un arrive dans un meeting, là, justement le meeting où c'est que tous les dirigeants, l'équipe de direction, genre les meetings pendant l'équipe de direction, Sam qui arrive puis qui dit OK, j'ai une idée, on fait ça.
Puis il y a déjà une idée qu'il a préparée avec lui. Tu sais, s'il dit ça serait bon de faire telle nouvelle bière, ben voici ce que j'ai fait. Puis là, il arrive avec 2 bières, puis il mélange 2 styles de bière. Tout le monde fait goûter à ça, puis il dit il faut faire ça, ça serait écœurant. Sans demander le input de son équipe de direction, qui eux autres aussi veulent participer au développement des idées. Okay. Ben eux autres subissent un peu les idées folles de Sam dans son entreprise. Puis il s'est vite rendu compte que c'était pas la meilleure chose à faire. Cette shit sandwich là, c'est vraiment très drôle quand j'ai l'expression là, c'est génial là. Puis juste pour revenir au micro-manager dans le fond, puis pas laisser comme l'opportunité ou pas avoir assez de confiance à ses employés justement pour les laisser aller. J'ai l'impression que c'est comme pas un défaut, mais quelque chose d'un manager c'est comme c'est ton produit, tu veux qu'il soit qui te représente, mais faut que tu fasses confiance aux autres qui vont le faire, mais t'as peur qu'ils ratent ou qu'il manque d'une étape. Ouais, ben c'est ça, ils appellent ça un peu le Founders Syndrome, c'est que c'est ta compagnie, tu l'as parti de zéro, puis tu veux toucher à tout, tu veux être partout en même temps, mais tu peux pas à un moment donné parce que t'es rendu plus gros. C'est ça, exactement, tu sais. Fait que, première chose qu'il a faite, c'est créer... Il avait vraiment peur de faire un short-term plan, un plan planifié à court terme, OK? Sortir genre une feuille de papier. Dans 3 ans, qu'est-ce qu'on va faire? Où c'est qu'on veut s'en aller? Il avait peur de ça parce que, dans le fond, il a peur d'arriver dans quelque chose d'un petit peu trop bureaucratique. Puis il avait vraiment peur de ça, mais il a commencé à se doter de ça. Pour enlever un peu beaucoup de stress à ses employés, parce que quand il arrivait avec une idée de dernière minute, let's go, on fait ça, on se dirige vers là, parce que ça causait beaucoup de stress à ses employés, mais là, avec un plan, ben là, ils savent où c'est qu'ils s'en vont. Fait que tout le monde a un peu la même vision, puis tout le monde embarque dans cette même vision-là. Ce qui est quand même bon. C'est ça, exact. Puis en plus, ce livre-là relate non seulement les bons goûts en point de vue de collaboration avec ses employés, mais aussi des collaborations avec son équipe de direction, comme je disais, ou des collaborateurs à l'extérieur dans l'entreprise aussi. Fait que c'est toute la collaboration autour de Dogfish Head qu'il y avait peut-être pas avant, puis toute la confiance, dans le fond, là, qui a été transmise à ses employés. Tout ça, ça relate des exemples de ça. Collaboration avec ses employés, avec des personnes à l'extérieur qui ont aidé à développer justement des recettes de bière. J'imagine d'autres microbrasseries. D'autres microbrasseries, justement, en même temps. Je regardais, il y a plusieurs trucs qui sortent beaucoup pour les employés, puis stimuler leur créativité, puis leur attachement, puis leur motivation envers l'entreprise. Il y a des programmes, des trucs que je trouve vraiment cool. Premièrement, premier point, c'est que ils prennent un meeting par mois, les employés avec leur gestionnaire. Puis c'est dans le fond des meetings pour les gestionnaires. Puis c'est les gestionnaires qui demandent la question à leurs employés. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider dans ta job? Est-ce que tu as tous les outils nécessaires pour faire ta job? Un peu pour faire avancer. C'est ça, pour les aider. Y a-tu des problèmes? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Dis-moi-les. Tu sais, ça prend le temps. Prendre le temps de s'asseoir avec l'employé. Puis d'écouter les problèmes s'il y en a ou... C'est ça. Des bons coups s'il y en a aussi pour les répéter éventuellement. Ouais, c'est ça, entièrement, carrément ça. Il y a une microbrasserie, on entend parler qu'il y a beaucoup de programmes d'aide municipale, ou il y a beaucoup comme d'argent, d'organismes qui sont supportés par les microbrasseries. Puis ces programmes-là, chez Dogfish Head, sont entretenus, organisés par les employés. Fait que c'est les propres employés qui, au nom de Dogfish Head, aident des organisations qui leur tiennent à cœur. OK. T'sais? Fait que eux autres, en même temps, ils ont un sentiment d'appartenance, puis ils vendent de la compagnie en même temps, puis ça vient des employés. Puis c'est eux autres qui choisissent un peu, ils ont la liberté d'aider des organismes qui leur tiennent à cœur. C'est intéressant, ça. Ouais, ça, c'est vraiment cool. Puis... Petite question, c'est rendu gros comment? Il y a combien d'employés, exemple? 200 si j'ai bien lu dans le livre, autour de 200. À peu près. C'est assez gros, le Dogfish Head, là. C'est énorme. Ouais, c'est dans les plus grosses micro indépendantes, là, aux États-Unis, là. Sont dans le top, là. Puis, évidemment, ben là, c'est une microbrasserie. Fait que, il y a des concours de brassage en interne. Ce qui est très cool. Fait que n'importe quelle personne peut, en équipe de 3, disons, là, faire une recette de bière dans des happy hour les vendredis soirs, et déguster. Fait que c'est assez sérieux. Eux autres ramassent le feedback. La meilleure bière du mois
va être brassée dans leur pub, c'est qu'ils vendent aussi de la bouffe, il y a la brasserie puis comme le pub, elle va être distribuée là. Il y a de la fierté des employés à se dépasser. C'est ça, c'est clair. Hey, ma bière est disponible là, genre allez la boire. Fait que ça fait un bon coup de pub parce que celui qui a gagné, ils veulent que ses chums y goûtent. Fait que... C'est ça. Ah ouais, on y va en fin de semaine, venez goûter à ma bière que j'ai faite, tu sais. Puis la meilleure bière de l'année, l'équipe qui a gagné s'en va à New York. Il y a comme un autre restaurant qui appartient à Dogfish Head. OK. Ou qui sont en collaboration, justement, comme je disais, avec. Puis ils vont justement brasser une recette ou leur recette là-bas aussi. Petit voyage brassicole. Intéressant. Ouais, c'est vraiment cool. Collaboration pour les bières. Il y a des bières chez Dogfish Head qui a été élaborée avec Dr. Patrick McGovern. Docteur, qui est directeur en archéologie biomoléculaire à l'Université de Pennsylvania. Moi, quand j'entends docteur, je pense à un docteur en médecine, quelque chose, non, mais lui, c'est plus en archéologie moléculaire. Ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment quelque chose de super pointu, mais avec cette personne-là, Sam puis lui, ont développé plusieurs recettes de bières antiques. Puis justement, ils prennent le temps de... c'est intéressant. OK, je comprends à ce temps le côté archéologie du monsieur, plus la molécule, vu que bière... C'est ça, puis aller rechercher des vieilles recettes de bière pour les distribuer, pour les faire, pour les vendre. Puis il parle justement de la Midas Touch, qui vient justement... Ouais, c'est ça exactement, là, qui est une bière... turc, si on veut, de Turquie. Puis il y a eu beaucoup de recherches, puis beaucoup de collaborations avec justement ce docteur-là en archéologie biomoléculaire. Là. Je traduis son titre, là, mais en gros, c'est à peu près ça. Là. Je sais pas si en français c'est exactement ça, mais ça veut dire ça. On comprend un peu ce que tu veux dire. C'est ça, exactement. Ce livre-là aussi, j'ai... Question même, est-ce que la bière est disponible en bouteille? C'était juste une édition limitée? Ah non, elle est toujours disponible. OK. Ouais, puis il y en a plein aussi. Là. Ils ont fait des bières d'Égypte, justement. J'ai voulu l'acheter un moment donné au Saint-Boc, là, parce qu'elle était disponible en bouteille, parce qu'ils ont fait une importation privée. Mais c'est cher, là. Ah, j'imagine. C'est cher, là. C'est un petit peu cher pour une bouteille, là. J'imagine pour les recherches aussi des gens qui ont fait la recherche et tout ça. Ouais, j'imagine que les produits, vu que c'est des produits antiques, ça doit coûter aussi, peut-être pas une petite fortune, mais ça doit pas être donné non plus pour... Ouais, j'imagine. Ben, c'est comme des produits de qualité, puis ça vaut beaucoup avec les valeurs de Dogfish, là. Je risque d'y retourner, là, mais ça rejoint beaucoup les valeurs de Dogfish Head. C'est le genre de bière-là, justement, là, faire des bières off-centered qui sortent de l'ordinaire de manière différente. Fait que ça va un peu avec ça. Ce livre-là est très intéressant aussi parce qu'il effleure beaucoup d'enjeux que les microbrasseries font face dans l'industrie. Ça parle beaucoup des acquisitions des gros brasseurs, des grosses brasseries envers les petites. La culture de collaboration contre compétition, même entre les microbrasseries, vu qu'il y en a de plus en plus. Les publicités négatives de Budweiser au Super Bowl, il en parle. C'est assez étrange parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait tant, à moins que je me trompe, là, mais il me semble qu'il y a pas tant de chicanes de voisins entre microbrasseries au Québec, comparativement peut-être aux États-Unis, c'est le même vu que ça devient de plus en plus gros, mais au Québec, oui, il y en a de plus en plus, mais j'ai pas l'impression qu'il y a des grosses chicanes de voisins puis qui essayent de splitter sa tête de l'autre. Non, c'est ça, moi non plus, j'ai pas vraiment cette impression-là, mais ça c'est beaucoup plus gros aux États-Unis puis il y en a beaucoup plus. Okay. Fait que peut-être que, je sais pas, ben, c'était pas parler en négativité, mais c'était juste en parler que, tu sais... Ça existe quand même. Ouais, ben ça existe un peu, ou ben ça s'en vient peut-être vers là, mais il y a aussi quand même beaucoup de collaborations, mais c'est de la choisir aussi. Parce que c'est pas tout le monde qui pense comme toi aussi, puis il y en a tellement, c'est de prendre le temps de choisir tes alliés, si tu veux, ou les personnes avec qui tu vas faire les collaborations, t'sais. C'est pas sauter la tête première, puis let's go, on y va, t'es à côté de moi, fait qu'on fait quelque chose ensemble, S'il y a la même mentalité pour faire une bière, tant mieux, sinon... Sinon, ben tant pis, mais tu sais, quand même, ça reste positif, là, je veux dire, il y a pas de négativité autour de ça. C'est correct de pas s'entendre avec tout le monde sur tous les points, là. Puis il y a quand même beaucoup de respect, là. C'est pas négatif ce côté-là non plus, mais c'est juste soulevé aussi. Il y a aussi l'auteur qui parle de Brewmaster, qui est une série télé qu'il a faite. C'est assez intéressant parce que j'en ai déjà parlé au podcast. À la Love Story. À la Love Story. Quoi?
Love story. C'est une joke. Non, vraiment pas. Non, c'est vraiment pas ça. C'est dans le fond, il parlait... tu sais, j'ai parlé des bières qui ont été développées, les bières antiques, là, si on veut. C'était ça. Puis ils prenaient chacune des bières, puis ils montraient les voyages qu'ils ont fait pour ramasser les cultures de levure dans les airs, pour justement étudier des bières spéciales qui sont comme uniques à cette région-là. Un peu éducatif en même temps. Ouais, c'est ça, exactement. C'était vraiment ça. C'était comme un voyage brassicole, mais international. C'était vraiment une belle série. Il l'avait sur Netflix avant, maintenant il l'a plus, malheureusement. Là. Mais tu sais, il parle à quel point que quand ça l'a passé à la télé, des gros conglomérats de brasseurs, tu sais, genre Abinbev, ont acheté les publicités pendant l'émission. Là. Eux autres, Dogfish, ont pas aimé ça. Ils l'ont dit sur les réseaux sociaux. Ça leur a fait mal en point de vue de visibilité, si tu veux, parce qu'il y avait beaucoup d'argent. Si tu veux, la chaîne qui passait justement cette émission-là a pas vraiment aimé ça. Parce que ça l'a mal sorti, fait que la fin de compte, ils ont annulé la série. Il y a eu un peu de bisbille en arrière de ça. Là. Ouais, c'est assez... tu sais, c'est business. Fait que c'est pas très, très joli, toujours beau. J'avoue que ceux qui connaissent plus ou moins ça, la bière, ça peut porter à confusion si c'est une émission sur Dogfish Head puis que c'est une autre bière qui passe durant les annonces. Ça peut peut-être porter à confusion à ceux qui connaissent un peu moins ça, les bières. C'est ça, une émission qui vend comme une bière, la bière des microbrasseries comme étant bonne, mais là, t'as des pubs d'une autre compagnie. Ouais, qui essayent d'attribuer le fait que, oui, nous autres, avec, on est très bons, là, tu sais, puis essayer d'un peu... d'en profiter pendant que cette bière-là passe. C'est ça, exact, là, fait que... C'est ça, il y a un segment là-dessus, là, c'est assez très intéressant de lire ça. Collaborateur, justement, j'en ai parlé un peu là, avec les mêmes valeurs d'entreprise. J'en ai parlé, là, les bières off-centered, produits de qualité, être constant, justement. Chaque chapitre de ce livre-là est accompagné d'une entrevue. Soit que c'est un employé, soit que c'est quelqu'un à l'extérieur de la compagnie, un ami ou un collaborateur quelconque qui peut être des fois là comme des fois un investisseur vers la fin là, justement c'est ça là, investisseur extérieur là, que eux autres ils ont vendu, Dogfish Head ont vendu justement une part pour avoir un peu leur expertise du monde des affaires en même temps là. La Dogfish Head reste une business familiale, une entreprise familiale là. Ça c'est sûr puis ça changera jamais là. Tu vois que le propriétaire, justement, en est très fier, là, mais c'est ça, là, c'est vraiment... il y a quand même une entrevue avec ces personnes-là, des collaborateurs à l'extérieur, des employés, pour avoir leur pouls un peu, puis justement, surtout ce qui a été dit dans ce chapitre-là, dans le fond. Assez intéressant, et puis puisqu'il le faut, juste point peut-être négatif, c'est qu'il y a beaucoup de répétitions dans le livre. Tu sais, comme que je te dis, il y a comme une partie du chapitre qui prouve quelque chose. Genre, faire des short-term plans, c'est très bon. Puis après ça, l'entrevue, c'est sûr qu'il va poser la question, « Hey, toi, est-ce que c'est bon des short-term plans? » Puis là, ça va revenir. Fait que là, il sert de la théorie, si tu veux, là, qu'il a émis, puis il essaie de la prouver. Il l'applique avec du monde. C'est ça. Il essaie de la prouver avec la personne en entrevue. Fait que t'as un peu comme deux fois... la même... Ouais, mais avec un autre point de vue, mais qui finalement prouve la même affaire, tu sais. Ouais. C'est ça, c'est juste un peu ça, puis il y a des points qui reviennent beaucoup. Tu sais, comme je te disais, entreprise familiale, mais tu vois que il est fier de son entreprise puis il l'aime beaucoup. Je comprends aussi, c'est quelque chose qui fonctionne, il fait de la bonne bière puis c'est normal d'en être fier parce que ça commence d'être de plus en plus connu et tout, fait que c'est normal qu'il est fier de son bébé, si on peut dire. C'est ça, c'est exactement ça. Là. Il en est fier, il en parle avec fierté, puis il aime vraiment ça, il a du fun, puis ça paraît. Fait que ça, c'est-tu un bon livre pour, même si tu rouvres pas une microbrasserie, c'est bon pour se motiver justement à ouvrir quelque chose ou avoir de l'entrepreneuriat? Ouais, sérieusement, parce que si tu veux devenir un bon leader... peu importe le métier que tu veux ouvrir. Ouais, c'est ça, je pense sérieusement, c'est de la collaboration, c'est de la communication, pis c'est ça, c'est de parler, c'est de motiver l'autre personne, être sur le même point de vue, essayer d'avoir la même vision des choses, aller vers la même direction, le travail d'équipe... Ouais, franchement, là, c'est des bonnes bases en management, là, en gestion de projet. Là, on s'en sort pas. Là, c'est le classique. Là. Oui.
Ça, c'est un autre podcast. Mais ouais, c'est ça, là, c'est des classiques, là, franchement, là, c'est vraiment un bon livre, j'ai vraiment apprécié ça se lit vraiment bien, c'est vraiment rapide. OK. C'est vraiment le fun, ça me donne... C'est le fun parce que, tu sais, ce livre-là, c'est aussi une grosse pub de l'entreprise, là. Tu lis ça pis t'as le goût de travailler pour eux autres, là. Honnêtement, ça a plus l'air de ça que un mix d'une grosse pub pour la compagnie, puis en même temps, on parle de leadership. Ouais, c'est ça, en même temps. Mais c'est correct pour ceux que j'imagine qui veulent se starter une compagnie, savoir un peu quoi ne pas faire, si on veut, ou éviter. Ça, puis comment que de suivre comme une biographie de quelqu'un qui a déjà passé par là aussi. Fait que... Ouais, c'est clair. Non, franchement, il y a des bonnes règles d'or là, qui ressortent de ça. Puis, bonne petite lecture. Hey, je me rappelle même plus, je l'ai payé combien? 20? 16, ouais. 16 plus le shipping, je Ouais, pense. plus le shipping, tout ça. Ouais, je l'avais acheté sur Amazon. Fait que c'est ça en anglais seulement. Je pense qu'il n'est pas encore disponible en français. S'il va l'être un jour. Ouais, s'il va l'être, il faut qu'il y ait une traduction. C'est ça, puis il vient juste de sortir. Genre, ça fait 3 semaines, genre. Je l'ai comme... Je l'ai tout de suite quand il est sorti. Ouais. La traduction, ça se fera pas tout de suite. Non, bon. c'est ça. Dans 6 mois, peut-être, je sais pas. Ouais, ça prend à peu près ça, 6 mois, quasiment un an, pour une bonne traduction. À peu près. J'avais vu sur la Toutosphère, justement, parce que je suis Dogfish Head, là, sur Twitter. Fait que là, j'ai vu comme, sortie du nouveau livre, puis c'est pas son premier livre, en plus de Sam Calagione. Il en a sorti plusieurs, puis là, j'étais comme, tiens, ça me serait le fun pour le podcast, fait que j'ai sauté là-dessus direct, là. C'est une nouveauté en même temps, fait que c'est le fun de parler de ça. Fait que c'est le temps. On va faire une pause. Et on va laisser la place à nos amis qui sont présentement sur le party au pub Le Brewski, dégustation de leur nouvelle stout. On leur laisse la parole et on revient. Bonjour tout le monde, donc ici Gab et Henrik. Bonjour Henrik. Salut vous autres. Donc présentement, on est au Brewski. On a eu la chance, en faisant nos piteux, de goûter à leur stout impériale qui n'est pas encore sortie, mais ça ne serait tardé. On a eu la chance de goûter à ça en primeur. Effectivement, en fait, on est arrivé ici parce que, dans le fond, Alexandre nous avait dit cette semaine que il avait pu goûter à la stout. Donc, on est arrivé ici en espérant qu'il y en aille sur le menu. Et à notre grande surprise, tout ce qu'il avait reçu, c'était, dans le fond, un petit taster, un petit demi-baril on the side pour voir si, justement, elle était prête à être acheminée sur place. Parce que, dans le fond, ils font leur brassage dans le bout de Drummondville, si je ne m'abuse, au bocal. Donc, effectivement, là, on a pu goûter à cette petite dégustation. Donc, produit très intéressant sur laquelle on a eu la chance de mettre la main peut-être environ une semaine avant la sortie. Je pense qu'il nous parlait que d'ici la semaine prochaine, c'était pour sortir directement sur le menu. Là. Ils attendent la livraison cette semaine. C'est ça. Donc, en fait, ce qu'on a eu la chance de goûter... Une stout qui sort de la stout traditionnelle. Là. On a parlé un peu à Derek, qui est, dans le fond, le maître derrière cette œuvre. Puis, ce qu'il nous a dit, c'est ça. Il s'est un peu inspiré du style Porter Baltic là, pour... dans le fond, pour faire sa recette. Fait que, dans le fond, un nez... très sucré, mais c'était quand même assez malté. Rick, t'en as pensé quoi? Effectivement, j'ai été très surpris. En fait, à la première gorgée, j'étais pas trop sûr, mais après 2-3 gorgées, on dirait que le goût s'est mis en place. C'est que c'est un peu particulier parce que normalement, pour faire des stouts ou des porters, tu vas avoir des mâles très puissants, très forts au niveau chocolaté, café, des arômes amers très forts. Puis dans sa recette, il a utilisé des mâles torréfiés, mais il a utilisé plus des mâles caramel, puis en moins grande proportion des mâles foncés torréfiés grandement. Donc, des mâles fumés, des choses comme ça. Fait que, ce qui vient donner un léger goût à la fin, mais ça vient pas supplanter les autres mâles présents dans la recette. Ce qui fait qu'on a comme un mélange de saveurs qu'on n'a pas l'habitude de goûter, parce que d'habitude, la concentration de malt puissant est trop forte. Et dans ce cas-ci, il y en a mis une toute petite proportion pour donner plus de place aux autres ingrédients, si on veut.
Puis on avait l'impression des fois de retrouver des petites saveurs fruitées ou des choses comme ça, mais dans le fond, il n'y en a pas du tout. C'est juste les autres types de malt qu'on découvrait dans le fond. De la manière que la recette était construite, ce qui était très intéressant. Ben en fait, c'est ça. Moi, au nez, la première sniff que j'ai pris de cette bière-là, finalement, j'ai regardé Rick puis j'étais, mon Dieu, j'ai quasiment l'impression qu'il y a un petit côté raisin ou fruits confits. Puis on était vraiment mystifiés. On se disait, OK, mais ça fait pas de sens, surtout en sachant là, le type de malt qui avait été utilisé. On comprenait pas trop. On s'attendait à quelque chose de beaucoup plus chocolaté, de beaucoup plus amer. Finalement, c'était vraiment là, en douceur. Là. Il nous disait que c'était à peu près un IBU de 35. Environ, c'est ça. Puis c'est vraiment un petit côté. C'est tellement que le sucre des maltes puis de la levure utilisée. Il nous parlait d'une levure qui venait de San Francisco, dans le fond, qui est une levure qui utilisait normalement pour des brassages de lager, mais à température, dans le fond, qu'ils peuvent faire à... En tout cas, c'est un peu particulier parce que dans le fond, je pense que là-bas, ils ont inventé un type de levure pour... parce qu'il y a de la misère à faire fermenter leur bière étant donné la température locale et tout. Donc, c'est un peu particulier. C'est une belle expérimentation. Puis oui, au goût, on a un petit côté fruité, un petit côté, justement, fruits confits. Mais dans le fond, c'est juste les maltes, les sucres des maltes qui ressortent. Mais il n'y a pas d'ajout de fruité nécessairement là, dans la recette. Aussi, ce que je voudrais rajouter, c'est vraiment la texture en bouche de cette bière-là. C'est vraiment onctueux, c'est presque crémeux, là. Vraiment une belle bière agréable, pas trop lourde pour une stout quand même, ça se boit quand même bien. Au départ, les premières gorgées, Henrik il me disait qu'il trouvait ça très très sucré, mais au fur et à mesure des gorgées, ça s'équilibre quand même. C'est ça. Mais la première gorgée que j'ai bu, elle venait de nous être servie, puis je sais pas s'ils venaient de reploguer le petit fût qu'ils avaient, parce que dans le fond, c'est ça, tu sais, sur le coup, quand on est arrivé, le baril n'était pas plugué sur les tapes. Fait que... On a fait nos têteux. C'est ça. Donc, dans le fond, c'est ça. C'est peut-être le petit calibrage là, qu'il y a eu avec... puis ça... Mais la première gorgée que j'ai pris, elle goûtait vraiment plus ceux que j'ai pris peut-être 15 de minutes plus tard. Là. Parce que dans le fond, on a eu un verre, puis dans le fond, c'était le tien. Là. Moi, j'ai pris quelques gorgées. C'est ça, j'ai l'impression que la bière a eu le temps de se poser, en fait, dans ce laps de temps-là, là, finalement. C'est ça. Puis là, j'avais complètement d'autres choses. Puis là, oui, là, c'était agréable. Mais sérieusement, c'est un très beau produit, là. Les sucres sont très présents, mais il me parlait d'un taux d'alcool, niveau d'alcool autour de 9, peut-être. Donc, quand même... très fort en alcool. On sent que le gravity, il y avait peut-être un haut niveau de gravity au départ. Mais non, c'est très intéressant. T'sais, c'est une stout, donc t'en prends pas 10 dans la soirée. Là. Mais parce que c'est quand même, il y a une certaine rondeur toujours. Puis parce que c'est quand même relativement sucré. Mais c'est pas aussi agressif que dans certains cas là, qu'on pourrait retrouver. Fait que bref, au moment où on se parle, c'est pas encore disponible, mais ce que la proprio nous disait, c'est que finalement, là, à peu près dans une semaine, ça devrait être en service. Donc, suivez les réseaux sociaux. Du moment que c'est disponible, garochez-vous là-dessus. C'est vraiment un beau produit. Normalement, d'ici le 1er avril, là, comme là, aujourd'hui, on est le 26 mars. C'est la fête à Henrik! C'est pour ça qu'on est ici, en fait. Donc, d'ici une semaine, d'ici le début du mois de mars, on devrait avoir ça disponible sur place. Puis là, présentement, Rick, est-ce que tu as envie de nous parler de ce que tu bois maintenant? Écoute, ben là, on a changé de registre. On est allé dans les IPA. Donc, actuellement, je déguste la Amarillo de la microbrasserie de Charlevoix. Donc, une IPA très intéressante parce que dans le fond, ils n'ont pas utilisé les mêmes houblons qu'on a l'habitude de retrouver dans les IPA, c'est-à-dire des houblons très tropicaux, très fruités, qu'on parle du Galaxy ou on parle du Cascade. Là, on y va avec l'Amarillo qui est fort en amertume, mais qui va avoir un côté un peu plus sec, un peu moins fruité, peut-être un peu plus sucré, mais c'est vraiment pas les mêmes... c'est un peu spécial. Ça fait vraiment une différence. On n'a pas l'impression de croquer dans une orange ou dans un pamplemousse ou quelque chose. On s'en va, on sort du registre tropical. Là.
Vraiment, on s'en va ailleurs. Tu me l'as fait goûter, puis vraiment, j'ai trouvé ça particulier. Puis c'est vraiment, au nez, justement, c'est beaucoup moins... tu sens moins l'amertume, même au nez, là. Tu sais, habituellement, quand on sent une IPA, là, on le sent que ça va être amer, là. Puis là, c'est vraiment tout en douceur. C'est vraiment particulier. C'est étonnant comme produit. Oui, c'est un peu plus herbacé, je te dirais. Tu sais, c'est moins fruit, puis plus herbe. Un petit côté tourbe, si on veut, mais très agréable. Ça fait le changement du registre. Puis le houblon est toujours aussi présent, par contre. L'amertume en fin de bouche vient typique d'un IPA, dans le fond, là, qui revient en fin de bouche. Donc, c'est très, très agréable juste de faire la transition des fois entre le côté tropical puis d'essayer d'autres houblons, parce que c'est souvent les mêmes qui reviennent régulièrement. Donc, d'essayer des houblons qui vont être différents, qui vont être vraiment dans d'autres registres. Ça, j'apprécie grandement. Moi, de mon côté, je me suis laissée influencer par le premier choix de Rick quand on est arrivé. Il m'a fait goûter dans son verre, puis j'ai vraiment trouvé que c'était une belle bière intéressante. Je suis allée avec l'Interdite de Brasseurs du Monde, qui est aussi une IPA à 60 IBU. C'est une IPA à 6 % d'alcool. Vraiment, les 60 IBU, on les sent pas. C'est quand même assez doux. C'est très, très... on est très, très dans le tropical. On est dans l'IPA classique, là. Vraiment, je me surprends depuis une couple de semaines. Depuis qu'on a goûté aux IPA de ma brasserie, là, je m'ouvre. Ben, c'est le fun. Non, sérieux, je trouve qu'il y a un monde dans les IPA, puis souvent, c'est... Le registre, il me semble qu'il peut être très large, puis... Il n'y a pas assez de tentatives comme ça, je trouve. En tout cas, ou c'est moi qui n'ai pas cherché assez loin, là. Mais c'est souvent, ça tourne toujours même des mêmes saveurs tropicales et tout. Là, juste celle-là, la Amarillo, là, je suis agréable de voir d'autres choses dans ce registre-là. Donc, non, c'est le fun. Donc, ça conclut ce qu'on a goûté présentement là, au Brouski. À toi, JF, en studio. Allons-y avec les nouvelles, Lauriane. Deux petites nouvelles cette semaine. Seulement. Ouais, mais très fortes, très bonnes, des très bonnes nouvelles. Good. Première nouvelle, il y avait un article dans la presse qui disait que la microbrasserie du lac Saint-Jean qui vont investir 1,2 million dans le projet d'agrandissement. Pourquoi c'est le fun? Ben, il disait que justement cet investissement-là va leur permettre d'avoir plus de présence à Montréal et à Québec puis dans les autres provinces. Parce qu'il y avait peur aussi, tu sais, des fois de desservir ou de pas avoir assez de... La demande était trop forte dans le fond pour le produit. C'est le problème, j'ai l'impression de plusieurs microbrasseries de pas pouvoir fournir assez pour la demande qu'il y a, parce que c'est de plus que ça va, plus que la demande est forte pour les bières de microbrasserie, parce que les produits sont de qualité, là. C'est ça, vraiment. Puis il voulait pas justement, qu'il disait pénaliser les amateurs de bière. Tu sais, un jour elle est disponible, l'autre jour d'après elle l'est plus, parce qu'ils sont pas capables de fournir. Faut y aller la journée même qui arrive, sinon... C'est ça. À la prochaine. Quand ils disent des fois là, édition limitée, là, des fois c'est l'est pour la région, genre c'est édition limitée. Ils sautent dessus parce que. Mais je suis pas en vacances cette semaine-là, ça tombe mal. Ah, c'est ça. Tu viens de manquer la nouveauté de Micro du Lac. C'est ça va leur permettre d'augmenter le volume de production une augmentation de 1000 à 3000 hectolitres, qui est l'équivalent de 450 000 bouteilles de 500 millilitres. Wow. Fait qu'ils triplent leur capacité c'est énorme. avec cet investissement-là. Ouais, c'est vraiment épique, franchement. C'est vraiment... Ben, je suis contente pour eux autres là, qu'ils puissent justement pouvoir s'agrandir puis desservir plus grand nombre de bières. Là. Ouais, c'est ça, franchement. Là, puis il disait justement dans l'article que la brasserie vend beaucoup à des bars et puis en fût, tu sais, genre le Saint-Boc. Là. Puis que cet investissement-là, il va sûrement avoir plus de bouteilles disponibles. Okay. Fait que ça va être disponible au public beaucoup plus. Hein. La Micro du Lac, c'est pas eux autres qui font la Lumberjack? Ouais. Gros mollet, tente tricotante, ouais. Oh mon Dieu! Ah, on a pris une chance en plus tantôt, ouais. Ah ouais, non, ils font de la bière, là, c'est excellent. En plus, là... Oh ouais, mon Dieu, j'en salive juste à y penser. Non, c'est ça. Gab nous en avait parlé en bien, là, une couple de podcasts, là, fait que, ouais. T'sais, on peut pas tout être Gab on the road puis goûter toutes les ça, microbrasseries, fait que... Les privilégiés, là, dans un sens, là, fait que, tu sais.
Puis dans le fond, dernière petite stats, parce que c'est le fun, 80% de leurs revenus viennent du Saguenay-Lac-Saint-Jean et dont le quart de leur pub bistrot, tout simplement. Okay. Fait que ils risquent d'augmenter, de bouger un peu Les cette pourcentages statistique-là. ailleurs. Peut-être 60 au Saguenay, puis là, c'est le reste du Québec, ça va être un petit peu plus que ça. C'est ce que j'ose espérer. Ouais, Tant c'est mieux fun. pour eux autres aussi. Là. Ouais, fait que j'ai hâte de voir ça. Peut-être ça va permettre des nouveaux produits aussi, plus d'expérimentation. Probablement. Plus de place, plus peut-être de barrel age, je sais Oh. pas. On ne sait pas. Un spécial, Plus single dans- barrel comme les Trois Mousquetaires. Ouais, là. une single barrel, même quelque chose de spécial, on sait pas. Plus de variété, on sait jamais. C'est sûr que ça s'en va vers là, fait que c'est toujours le fun. Petite nouvelle Ben, je suis tranquille, juste contente comme pour ça, eux des bonnes autres. nouvelles. J'aime ça, comme que je dis, je me rappelle peut-être, là, mais tant qu'il y a des bonnes nouvelles, genre d'agrandissement, ça veut dire que ça va bien, genre. Ouais, ben je suis Puis contente qu'il y a de la aussi, là, place, pour, puis que, tu sais, ça roule. Ouais. J'ai pas hâte de la journée que je vais dire, oh, il y a une microbrasserie qui vient de fermer, tu sais. Tu sais, t'imagines. Deuxième nouvelle, regarde. Vas-y donc. Ouverture d'un pub gastronomique du nom de Le Boc à Trois-Rivières. Et ce qui est intéressant, c'est en association avec le Trou du Diable. Ce qui fait du sens, parce que, tu sais, ils sont à côté de Trois-Rivières, là. Shawinigan. Mais, oui. Mais, qu'est-ce qu'il veut dire par pub gastronomique? Ben c'est ça, j'ai vraiment l'impression que ça fait référence un peu à la collaboration entre le Dieu du ciel puis le Toqué. Tu sais, le Toqué qui est de la haute gastronomie plus recherchée, c'est pas la bouffe de pub là, classique qu'on a, le hamburger, ben il risque sûrement d'avoir un hamburger là, parce que c'est un classique clair. là. Mais tu sais, tu comprends là, peut-être pas de poutine puis tu sais des ailes Ou de poulet, des trucs t'as un de la peu gueule. plus fancy de poutine. Un là. petit peu plus recherché. Fait que c'est ce que j'aime. On délaisse un peu le comfort food là, puis le pub food pour jumeler un peu la bière des microbrasseries avec un repas un Des petit peu plus repas développé, fancy. ouais, un petit peu plus gastronomique. Tu sais. C'est ça, justement, la nourriture du terroir du Québec qui va être en vedette par le chef propriétaire du Boc. Le pub va être assuré par la brasserie Trou du Diable, puis ils disent aussi qu'il va y avoir d'autres produits de la région, de d'autres microbrasseries, c'est-à-dire. Ok. Fait qu'il n'y aura pas juste du Trou du Diable. Et Est-ce qu'ils vont faire leur bière maison un jour? ça, c'est une bonne question. C'est pas dit. Jusqu'à maintenant, c'est juste des collaborations OK. avec d'autres microbrasseries. Puis la principale étant Trou du Diable. OK. Il y aura pas de bière exclusive. Puis ils disent, pour le moment, il y en aura pas, mais peut-être un jour, je sais pas, peut-être qu'il va y avoir comme des bières spéciales qui vont être faites pour certains repas. Ils disent pas non à ça. Mais pour l'instant, ça va être les produits de Trou du Diable qu'on reconnaît. OK. Préouverture, mai 2016. Oh mon Dieu, c'est dans moins de 2 mois. C'est là. C'est dans moins de 2 mois, là. Ouais, c'est ça, ils sont peut-être en rodage, là aussi, là. Fait que, adresse 142 rue Saint-François-Xavier, dans le vieux Trois-Rivières. Pour plus d'informations, leboc.ca. Intéressant. Ouais. Fait que, j'aime ça, franchement, là, un pub gastronomique qui se dit, nous autres, on n'a pas peur. On met l'emphase sur bouffe et bière. Ben, ça te permet en même temps de pouvoir manger aussi quand tu bois ta bière, Ouais. quand tu veux aller souper ou dîner à quelque part. Autre chose qu'un hamburger, ou une frite ou peu importe. Miser sur les saveurs, là, tu sais. Ouais, ben tu peux mixer les saveurs de la bière plus de la bouffe, puis ça va être beau visuellement aussi. Je veux pas dire que les autres Non, microbrasseries, non. c'est pas bon, là, ce qu'ils font, là, c'est excellent, mais Ouais. faire différent un peu, ça va être super. Là. Ouais, ben c'est ça, c'est le fun là, aussi de pas tout le temps. Moi là, ben tiens, regarde. On est vendu là, parce que c'est un podcast sur la bière, mais moi je trouve que la bière est plus un passe-partout que le vin pour la bouffe. Parce qu'il y a Honnêtement, tellement plus de oui. saveurs Mm. que ça va chercher beaucoup plus de saveurs, c'est plus facile, c'est plus tu sais, direct là, si tu veux, là, c'est moins que dans la les- subtilité, c'est Ouais, moins parce dans que les bières sont faites de plusieurs céréales, de différentes céréales, même des avec houblons, des des fruits. fruits, des Fait que ça va rechercher plusieurs saveurs que comparativement avec le vin, c'est seulement avec des raisins. Ouais, ça, c'est le même raisin. si blancs ou rouges. Ouais, même si le raisin est différent, ça reste une base de raisin. Ouais, tandis que tu sais, tu peux ajouter un caractère vineux à ta bière. Tu sais, t'as fait vieillir dans un baril de cabernet, tu sais, puis elle va avoir un petit côté vineux là, tu sais. Fait que ça va rechercher sur les amateurs de vin en même temps. C'est puis- ça, tu sais, là, je serais curieux de goûter genre un bon steak qui me sert avec une bonne barrel age vieilli en fût de Bourbon, tu sais, ou tu
sais, une barley wine là, anglaise, sucrée, caramélisée, servie justement avec un autre bon steak, quitte à me répéter ou à quelque chose d'autre, là, tu sais. Franchement, là, il y a quelque chose à faire là-dedans, puis j'ai pas vraiment comme goûté à quelque chose dans ce genre-là. Tu sais, je veux dire, comme de la grosse gastronomie, à moins maison, là. Tu sais, mais faite par un chef, puis prendre le temps de prendre une bière avec ça qui a été pensé pour. Tu sais, des fois, là, on va au Balthazar, puis oui, ils disent, ces bières-là peuvent être bons, mais... Ils ont pas été brassés... La bière a pas été brassée pour le repas qui a été fait. Ouais, le repas c'est a ça. pas été pensé pour nécessairement la bière qui va être avec, peut-être. C'est ça, j'ai pas cette impression-là que ça a été fait exprès juste pour ça. Ça me donne cette impression-là. Peut-être que j'ai tort, je suis pas été. C'est ça, j'aimerais ça y aller puis connaître ça un peu, là, tu sais, savoir qu'il y a eu peut-être une petite ou un effort ou une recherche, juste pour le fun, juste comme ça. En tout cas, l'idée me paraît très intéressante. Voilà. Yeah! Fait que est-ce que c'est le mot de la fin, là? La bière Je sais pas si est c'est terminé. toujours bonne? Ouais. Hey, c'est drôle, j'ai encore le côté de moufette au nez. Là. Franchement, Au nez, ça s'en va pas, hein? Non, c'est elle reste bizarre. toujours là, mais le goût reste toujours présent, un peu citronné, agrumé. Ouais, hein? Je sais que sur le côté saison, je pense que j'ai l'impression d'être une saison, mais moins acidulée. Puis Mais- plus lagerée, genre? Ouais. Elle est très bonne, très désaltérante. Sauf que c'est ça, au nez, ça fait peur, là. Ouais, c'est effervescent, c'est désaltérant. Ouais. Ouais, c'est vraiment l'expérience. Ça. C'est vraiment une bonne lager désaltérante. Citronnée un petit peu. Petit fruit Il y a un comme mais petit doux, là. agrume, Une ouais. petite agrume, mais qui est douce. présent. C'est ça, légèrement houblonné. C'est pas, amer, je devrais dire. Légèrement amer, pas trop agressif. Côté moufette, là, qui ressort, Oh, là, ouais, c'est ça. Malheureusement. C'est correct ben, parce que ça goûte pas ça, mais... Ouais, ça goûte pas ça, mais malheureusement, la première gorgée, j'avais peur de me tremper les lèvres, honnêtement. Ouais. Mais quand j'y goûte, c'est bon, là, c'est une bonne bière. Ouais, vraiment, bière de soif, comme on Oui, dit. vraiment. Très désaltérant. Bière Bon. de soif, mais avec plus de corps qu'une Ouais. bière de soif. Ouais, c'est vrai. Tu veux plus de consistance. Juste un petit peu, mais pas trop pour dire qu'elle est ronde. Juste un petit peu. Franchement, bon coup, là, Denham, là, c'est très bon, Ouais. là. Goudenmayer, très bon. J'apprécie beaucoup. Très bonne bière. Finbuveur.com. C'est là, on est là. Envoyez-nous vos commentaires, suggestions. Recommandations, si vous voulez commenter, c'est-à-dire des nouvelles dont on a parlé à ce podcast. Ou si vous avez des questions ou quoi que ce soit, gênez-vous pas. Ouais, exact. finsbuveurs@gmail.com. Sinon, j'avais dit finbuveur.com, finsbuveurs.com pour vitrine sur tout ce qui est réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. J'ai dit Twitter, oui. YouTube, version imagée du podcast qui va suivre. Sinon, on a un podcast donc disponible sur tout ce qui est flux RSS, votre application préférée Yeah. pour les podcasts. On est là. Bonjour. Comme à chaque semaine, Lauriane, on aime se laisser sur 3 règles d'or. Qu'est-ce qu'un fait buveur, Lauriane? Règle numéro 1. Gardez le contrôle. Règle numéro 2. Ne pas gaspiller. Et règle numéro 3, Lauriane, t'es en feu. Respect de la consommation de chacun. Sur ces sages paroles, merci beaucoup, Lauriane. Ce fut fort plaisant. Et merci aussi à tout le monde qui nous écoute. Et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.